C'est là où l'arc-en-ciel se lève à Canal M, c'est l'épisode 59. Au sommaire aujourd'hui, une série de balados de Fierté Montréal. On célèbre la diversité en région. L'homme pénétré, un livre qui déconstruit des tabous. Un premier ministre jeune et ouvertement gay en France, un signe des temps ou juste une caution pour se donner de bonne conscience? Et puis, on a la chronique en toute fluidité. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, on ne se donne pas bonne conscience, nous. On est authentique. L'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Bienvenue à Ensemble pour tous. Dans cette série balado, Fierté Montréal vous propose un road trip partout au Québec pour discuter avec des gens de la communauté sur les réalités d'ESLGBTQIA+. Mon nom est Coco Béliveau, humoriste et maître de chantier. Le port du casque est obligatoire, mais juste parce que je trouve ça cute quand on s'habille pareil. Comme des jumeaux. Ben oui, on vient d'entendre donc l'unique Coco Béliveau, humoriste, comédienne, battle rapper, qu'elle dit, qui anime donc cette nouvelle série de balado-diffusion Ensemble pour tous. C'est une balado qui nous démontre que la diversité et l'inclusion, ce n'est pas juste une affaire de grands centres. Et pour en parler, je reçois Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal. Salut Simon. Bonjour Denis Martin. Alors, on utilise toujours les pronoms et les accords masculins avec toi. Absolument. On vérifie tout le temps ici. Alors, oui. De quoi parle cette balado? J'en ai glissé un mot, mais de quoi on parle? Oui, ben c'est vrai, c'est les réalités queer, je vais prendre le mot queer dans ce cas-là, les réalités queer en région Québec. Il y a déjà différents contenus, puis il y a différents organismes basés souvent à Montréal qui font un super travail en région. Mais nous, on s'est dit, comme plateforme, parlons de ce qui se passe en région. Autant pour nous, montréalocentristes, qui des fois ne sont pas trop au courant de ce qui se passe ailleurs, mais aussi pour inspirer les gens en région. Se dire, ah ben oui, c'est possible. À Trois-Pistoles, c'est possible d'avoir une vie queer, ben peut-être que c'est possible aussi dans ma région. Fait que c'est vraiment ça, c'est multifonction, mais voilà. Fait que les réalités queer en région, on est allé, on va de Coudjouac à Gatineau, de Val-d'Or à Trois-Pistoles. C'est vraiment, vraiment très large, une série de 10 épisodes. Une tournée du Québec queer. Ben justement, vous avez choisi quelqu'un pour animer cette série de balados qui n'est pas une Montréalaise d'origine, elle est néo-brunswickoise, il ne faut pas dire acadienne, Coco Béliveau. Alors, qu'est-ce qu'elle amène juste dans cette balado? C'était vraiment... on a beaucoup réfléchi avec notre réalisatrice, Marilyn Frenette-Assad. Donc, qu'est-ce qu'on voulait comme ton pour la série de balados? On avait considéré, est-ce qu'on a deux animatoristes, donc 2 personnes en dialogue, et finalement, on s'est dit, Coco amène une profondeur et une légèreté en même temps. Je pense qu'il est important. Certains témoignages sont poignants, des fois sont difficiles. Les personnes qui ont écouté, c'est pas toujours... Il y a de tout, là. Il y a vraiment de tout. C'est la réalité queer. C'est du beau que des fois du moins beau. Et on pensait que Coco, justement, avait cette voix-là, avec son humour très, très vraiment unique. Ce qui amène... Moi, je trouve qu'il y a une légèreté, mais quand on écoute comme il faut, il y aura une profondeur dans ce que Coco amène. Oui, on a besoin parfois d'un petit sourire pour comprendre les choses. Oui. D'où est né ce projet? En fait, c'est une idée qui avait à Fierté depuis bien longtemps, bien avant mon arrivée. On avait quelqu'un, un de nos collègues à l'interne, Samuel Desrosiers, pour ne pas le mentionner, qui avait cette idée-là de développer des contenus, des podcasts. Et puis, l'idée était là. Puis, en fait, moi, les gens ne savent pas, mais j'ai un passé dans le monde des podcasts. Il y a quasiment 15 ans, quand je travaillais en Alberta, j'avais coordonné des programmes de podcasts quand je travaillais en Alberta. Fait que moi, ça me parlait beaucoup. C'est comme, comment on fait ça? Et l'idée, c'était de créer des podcasts, des contenus. Et est arrivé, c'est parce que tout ça est financé là, par Famille Égalité des genres Canada. Un appel à projet est arrivé. On s'est dit, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire. On a déposé, on a obtenu le financement. Et on s'est dit, OK, allons-y. Une série québécoise. Le financement était pour des projets pour toute la province. Alors, on a imaginé le projet assez rapidement en équipe avec l'idée de base de Samuel. Et ça a dit ce que ça a donné. C'est des contenus très riches. Ça s'est fait quand même assez rapidement. Évidemment, on est en diffusion présentement, mais tout a été terminé il y a plusieurs mois. Tout ça s'est enregistré en espace de 3-4 mois.
à la grandeur du Québec. Des fois, on est allé sur le terrain. Des fois, on a tout simplement envoyé des micros sur le terrain. Il y a vraiment eu de tout. Oui, parce que parfois, ça peut être difficile de se déplacer. Oui. Pourquoi c'est important de sortir des centres urbains, notamment Montréal et Québec? Oui. Souvent, malheureusement, les gens vont penser qu'il faut venir à Montréal. On est queer, il faut venir à Montréal pour se sentir bien, alors que c'est pas vrai. Il y a entre autres un des podcasts, je pense que c'est dans la première point dans la série, avec Mme Claude au Saguenay, puis justement, elle parle justement de ça. On peut vivre notre vie en région. On n'a pas besoin de se transporter à Montréal. Il faut, c'est ça, c'est un peu, je dirais que c'est un peu, moi je trouve ça très rafraîchissant. Moi-même, j'ai appris énormément. OK, c'est possible. Nous, à Fierté Montréal, on a la chance, on travaille avec énormément d'organisations partout au Québec. L'année passée, là, on avait des liens avec 180 organismes communautaires, organismes ou collectifs, ou structurés ou moins bien structurés. Et moi-même, je ne les connais pas tous. C'est absolument impossible. Et on s'est dit, visibilisons ça. Et c'est ça. Donc, comprendre. Puis j'espère aussi que ça va être écouté par des gens en dehors des communautés. Nous, on a toute une stratégie de dissémination des contenus. On ne peut pas produire des contenus. Si on produit des contenus, il faut s'assurer que les gens les écoutent, ces contenus. On ne veut pas être une chambre d'écho, finalement. Non, il ne faut absolument pas faire ça. Et nous, on a toute une stratégie. Puis, en fait, c'est très intéressant. On connaît c'est pas facile pour les médias présentement, OK? Et là, nous, on arrive, on contacte des stations de radio au Saguenay, en Abitibi, puis on dit, on peut acheter de la pub. On veut acheter de la pub. On arrive, Fierté Montréal et le Père Noël, puis là, on contribue à l'économie locale en payant de la publicité. On amène des contenus là sur les radios généralistes. On n'est pas sur des radios spécialisées, mais pas du tout. D'ailleurs, ça n'existe pas en région nécessairement. Et c'est ça, on rejoint. Je parlais de Mme Claude tout à l'heure. Je me rappelle quand la série est sortie, on était à une de la radio, une des plus importantes au Saguenay, mais Mme Claude était là, puis elle parlait de la série. Juste pour que les gens savent, parce que pas tout le monde connaisse Mme Claude. Oui. Mme Claude, c'est une personne qui a entamé une transition, qui a fait une transition à un âge assez respectable et qui a vécu beaucoup elle dit, j'ai passé ma vie à me cacher au Saguenay. C'est pas vrai maintenant que je vais faire ma transition puis me cacher à nouveau. Ouais. C'est ce que j'ai retenu du premier épisode. Absolument. Ça m'a tellement parlé. Qu'est-ce que c'est intéressant comme commentaire. Oui, vraiment. Je reviens là-dessus. Comment vous avez décidé, comment vous avez choisi les parcours, les régions à visiter? Ça a été, il y a eu tout un travail, disons, de mapping. On est parti avec les organismes avec qui nous on travaillait, soit qui venaient à la Fierté dans le défilé, des journées communautaires, ou si on a des problèmes de financement, de micro-subventions. Fait qu'on est allé avec ces organismes avec lesquels on travaillait en région. L'année passée, je pense qu'on avait financé 9 projets en région. Fait qu'on a commencé par ça. On a aussi à un moment donné une très belle opportunité à Coudjouac. Coudjouac, qui est maintenant une fierté qui est naissante, qui nous ont invités à aller à Coudjouac. Déjà, j'ai des collègues qui sont allés à Coudjouac au mois de juin 2023. Fait qu'on est allé avec ça. Puis, fait qu'il y avait autant, on voulait montrer d'abord un portrait géographique le plus complet possible. C'est impossible, là, le Québec est très grand. Et aussi, donc, il y avait autant l'aspect géographique puis l'aspect thématique. Et au départ, on ne savait pas nécessairement comment tout ça allait s'emboîter. Et finalement, il y a un travail de recherche qui a été fait par l'équipe de Marie-Hélène Frenette-Assad. Il y avait d'autres personnes. Il y avait quand même une équipe il était 6, je pense, à travailler sur le projet au total. Un gros travail de recherche qui a été fait. Oui, avec ce qu'on connaissait. On les a laissés travailler et ça a donné ça. Simon, t'as pas travaillé directement sur ce projet-là. Non. Moi non plus. Moi, j'ai écouté les 4 premiers épisodes. J'imagine que toi, tu as écouté les 10 jusqu'à maintenant. Oh mon Dieu, oui. Je suis jaloux. Mais qu'est-ce que tu retiens le plus ou qu'est-ce qui te touche? Est-ce qu'il y a une entrevue en particulier qui t'a touché particulièrement? Il y en a une, je ne sais plus c'est dans quel épisode, puis c'est tout simple. C'était... ça n'a pas encore été diffusé. C'était à Drummondville. C'est un homme gay qui a adopté avec son conjoint. Puis, je sais pas, ça m'a énormément touché, cette histoire-là, une histoire toute simple. Je vais dire aussi, c'est des podcasts, comme tout contenu, il y a différents types. Hein. Ouais. C'est pas... cette balado-diffusion-là, c'est pas des contenus rapides. C'est un contenu, je dirais, plus lent, qu'on s'assoit, on l'écoute, on l'apprécie.
vous ne serez pas bousculé en écoutant ce balado-là. C'est pas le genre de balado que vous allez écouter en étant sur la bicyclette stationnaire au gym. Là. C'est pas ça. Mais ce contenu-là, je l'ai aimé justement. J'aimais le rythme. Il était bien amené. Ça m'a touché. Moi, j'ai beaucoup aimé celui qui se déroule à Kamouraska. Oui. Diversité KRTB. KRTB. D'ailleurs, Marie-Claude Johannis, qui est dans le podcast, va être à l'émission tout à l'heure. Beaucoup aimé ces jeunes qui parlaient, qui s'organisaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas nécessairement envie d'aller toujours à Montréal ou à Québec. Et vraiment, c'était tellement beau d'entendre ça. Puis, tu sais, on a toujours l'impression, nous, des grandes villes, que hors de Montréal et de Québec, il n'y a pas de salut. Mais Fierté Montréal, c'est pas nouveau pour vous autres de vous intéresser aux gens qui n'ont peut-être pas les mêmes ressources que vous avez. Vous le faites à travers le monde aussi. Ben, écoute, oui, mais je dois dire que depuis mon arrivée en poste, on a pris des décisions. On s'est dit, c'est bien le monde, on ne l'oublie pas, mais il faut d'abord se concentrer ici. C'est une décision stratégique qu'on a prise. Il faut avoir des racines beaucoup plus solides ici. Oui, à Montréal, mais au Québec aussi, dans l'entièreté du Québec. On est, oui, on dit souvent, puis c'est vrai, on est la plus grosse, en termes de budget, là, de ressources, on est la plus grosse organisation LGBTQ dans le monde francophone. Oui, c'est très important de regarder la francophonie dans son entièreté, mais on est au Québec. Oui. Puis notre financement est ici, puis on veut porter attention aux gens ici. Fait que cette décision-là était vraiment importante de travailler là-dessus, puis nous, ça nous aide. On comprend mieux les réalités. Fierté Montréal porte des revendications. Bien, porter des revendications, ce serait intéressant de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces revendications, mais vraiment bien intégré. C'est un travail vraiment pas superficiel qu'on fait, de mieux comprendre les réalités. Si on peut aider, tant mieux. Je ne suis pas en train de dire qu'on abandonne la planète, là, c'est pas ça du tout. Je suis en contact. Ce matin, je parlais à quelqu'un à Copenhague, vendredi, je parlais à quelqu'un à Sydney. Ça fait partie de mon travail aussi. Mais notre travail quotidien, il est d'abord ici. Une chose qui est importante pour toi, Simon, j'aimerais t'amener là-dessus. La fierté, est-ce que c'est juste au mois d'août? Ben non, c'est certainement pas juste au mois d'août. Une autre chose, puis ça, c'est pas nouveau. Fierté le disait depuis longtemps. Fierté voulait un peu avoir une fierté 365 jours par année. Il y a plein de manières de faire ça. Puis Fierté Montréal se pose la question, puis les grandes fiertés à travers le monde se posent la même question. Mais ça ne se fait pas seulement par des événements. Ça peut se faire par des contenus. C'est exactement ça qu'on est en train de faire présentement. On développe des contenus. Fierté Montréal, c'est une plateforme de visibilité. Notre mission, on a adopté une nouvelle mission le printemps dernier, c'est que Fierté Montréal amplifie les voix des communautés. Et c'est exactement ça qu'on fait de plein de manières différentes. Et voilà, ce à quoi sert ce projet-là. Alors, Ensemble pour tous, une série de balados-diffusion qui explore la diversité et les fiertés, notamment en région, que ce soit au Québec. C'est disponible sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement. Et sur notre site web, si vous voulez, si vous connaissez, si vous n'êtes pas à l'aise avec les autres plateformes, allez directement sur notre site web, c'est facile à trouver. Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Bonne écoute à tout le monde. En bref. La Société d'assurance automobile du Québec, la SAAC, serait capable de délivrer dès maintenant des permis de conduire avec le marqueur de sexe X pour les personnes trans et non-binaires. Pourtant, elle s'abstient de le faire car le gouvernement Legault l'en empêche. C'est ce qu'a appris Radio-Canada. En décembre dernier, le gouvernement du Québec a confirmé qu'il repoussait à 2025 toute décision relative à l'utilisation du marqueur de sexe X sur les documents des ministères et organismes, le temps que son comité des sages sur l'identité de genre livre son rapport final. Or, jamais le gouvernement n'a admis qu'en réalité, la SAAC était déjà prête à commencer la délivrance de permis de conduire représentatifs de l'identité de genre non-binaire. La SAAC n'a pas souhaité accorder d'entrevue à ce sujet, mais on sait qu'une quinzaine de personnes ont déjà présenté à la SAAC une demande de modification de leur permis. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. J'ai un petit trauma avertissement pour vous tous qui nous écoutez. La prochaine entrevue porte sur une bande dessinée publiée en France. C'est pas que ça a été publié en France qui est le problème, mais c'est peut-être le titre qui va vous surprendre. Cette bande dessinée s'intitule « L'homme pénétré ». Alors, le titre le dit, il se peut que pendant l'entrevue, on utilise des mots, sexuels. Alors, c'est peut-être le temps d'envoyer les enfants faire leurs devoirs
ou à la toilette, nous, on y va. Alors, L'homme pénétré, ce n'est pas un livre tant sur le sexe que sur une remise en question des idées préconçues, des tabous concernant le sexe, le genre, les identités de genre, les expressions de genre. Je reçois son auteur, Martin Pi, qu'on rejoint à Marseille. Martin, bonjour, bienvenue à l'émission. Salut tout le monde, merci de me recevoir. Alors, Martin, nous, on a une façon de travailler à cette émission. On demande toujours à nos invités quels pronoms et quels accords on utilise avec eux ou avec elles. Alors moi c'est il, Les masculins. pronom masculin. Alors, L'homme pénétré, pourquoi ce titre pour le moins explicite? Pourquoi donc? Ah bah pour plein de choses, je pense que ça a été en fait au début du livre, je voulais travailler sur la masturbation anale, c'était La un peu la masturbation thématique. anale. Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est quoi ça? Et la masturbation anale, bah contrairement à la pénétration, c'est quand on se pénètre mais soi-même quoi, ou avec des D'accord, objets, mais d'accord, plutôt en seul à seul quoi. d'accord. Donc, allons-y. Tu voulais donc faire un livre sur ce phénomène ou cette pratique, ce phénomène, cette pratique sexuelle et ça a évolué. Bah ouais, ça évolue parce qu'en fait, au fur et à mesure, donc c'est une BD plutôt documentaire, donc d'investigation. Et en fait, au fur et à mesure des recherches, bah, on se rend compte que la sexualité, c'est pas que une histoire de sexualité et qu'il y a plein de politiques qui viennent s'y mêler, de structures culturelles qui viennent se loger aussi là-dedans, qui codent du coup nos pratiques et nos rapports. Donc, au lieu de parler simplement de sexualité, en fait, ça devient un peu une porte d'entrée pour parler de tout un tas de choses, notamment au niveau des inégalités par rapport au genre. Si tu vas me permettre le commentaire, alors ceux et celles qui cherchaient peut-être un livre sur comment pratiquer le sexe anal, c'est peut-être pas un guide pratique, là. C'est pas ça du tout. Bah si, attends, il y a un mode d'emploi et tout, hein. Faut Oui, pas non oui, plus. oui, mais quand même, c'est pas, c'est pas juste ça. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé personnellement à créer ou à produire ou à faire ce livre? Bah moi je pense que je suis un homme gay, donc j'ai grandi dans une culture spécifique où j'avais des a priori sur la pénétration et notamment je recevais beaucoup de pression à avoir des rapports sexuels avec pénétration anale. Chose que je ne pratique maintenant que rarement et que je n'aime pas non plus énormément. Donc on se dit assez curieux qu'un mec qui aime pas la pénétration anale écrive un livre là-dessus. Et c'est justement tout ça le sujet. C'est qu'en fait j'avais un copain de mon village, je viens d'un petit village dans le sud de la France, qui n'a des relations qu'avec des femmes, qui est hétérosexuel et s'est confié à moi en m'expliquant qu'il se masturbait analement les fesses et qu'il avait honte d'en parler aux copains. Et il est un peu venu vers moi en cherchant des réponses, quoi. Et moi, je faisais pas du tout ça. Donc, si tu veux, j'avais un peu le contre-pied de me dire, mais pourquoi moi, en tant qu'homosexuel, je ne me masturbe pas analement les fesses? Et c'est de là qu'est partie la réflexion. Parce qu'en fait, en s'auto-culpabilisant, bah, finalement, on se fait plus du mal qu'autre chose. C'est quand même intéressant parce qu'on associe toujours la pénétration anale à l'homosexualité alors que c'est très pratiqué dans le monde hétérosexuel. Ouais, complètement. On a fait de la statistique un peu pour le livre. Donc, il y a eu à peu près 600 réponses. Donc, c'était majoritairement des personnes hétéros. Et sur l'échantillonnage masculin, bah, il y en avait plus de la moitié qui s'étaient déjà pénétrés analement. Donc, ça, c'est hyper intéressant, quoi. On se dit, par contre, sur toutes les personnes qui s'étaient déjà pénétrées analement, il n'y en avait que 4% des pratiquants, donc, qui oseraient en parler publiquement. Donc, il y avait vraiment un gap entre la pratique et la communication qu'on en a. Mais justement, pourquoi la pénétration anale est-elle aussi un sujet aussi tabou que ça? Bah, je pense qu'il y a une multitude de raisons et c'est un peu le constat qu'on a, mais ça peut globalement être, euh, être rassemblé sous un terme qu'on utilise souvent en ce moment, c'est le patriarcat. Mhm. Parce qu'en fait, on vit dans une société où on a, on a spécifié deux genres définis, qu'on a codifiés avec des pratiques spécifiques, et donc ces pratiques-là, elles s'incluent aussi dans quel type de rapport sexuel on a. Et donc, si un homme se fait pénétrer, bah, de suite, d'un point de vue culturel, il devient efféminé. Et donc, on a tout ce rapport-là aussi à la non-volonté des hommes, de manière générale, à vouloir être féminisés. Et c'est un tabou d'abord et surtout chez les hommes hétérosexuels. Ouais, complètement, mais aussi chez les personnes gays, hein. Faut pas non Mhm. plus. Oui, j'y arrive après, Alors, oui. Oui. ah bah oui, globalement, ouais. Majoritairement, c'est chez les mecs hétéros, mais aussi chez les femmes aussi. Il y a plein de femmes qui considèrent que si un homme se fait pénétrer, il est homosexuel, que c'est aussi une perte de virilité. Mais évidemment, vu que c'est le patriarcat qui règne, bah, c'est toujours les mecs hétéros qui ont un peu plus l'avantage là-dedans, quoi.
Oui, justement, allons-y sur les hommes queer. On a tendance à voir le bottom, pour ceux qui connaissent cette expression-là, ou le passif, celui qui reçoit, comme permettez-moi les termes pour les besoins de la compréhension. On a tendance à voir ces personnes-là comme des moins que rien, comme des salopes, si vous me Mhm. permettez l'expression. C'est quoi là? Pourquoi on est rendu là avec la pénétration anale? Bah, moi, je pense que c'est toujours une histoire d'association à la féminisation de l'homme, que globalement, on le sait aussi dans les rapports hétéros, les hommes qui baissent beaucoup, c'est un peu des conquérants, et les femmes qui baissent beaucoup, c'est plutôt des salopes, et il faudrait qu'elles évitent. Donc déjà, il y a dans la relation hétéro, il y a ce rapport-là, et en fait, chez les populations queer, gays notamment, bah, il y a cette reproduction de cette hétéronormativité, avec du coup des hommes actifs davantage virils et des hommes passifs, donc bottom, davantage féminisés et donc davantage des salopes. C'est toujours cette conduction-là des termes qui part finalement d'une hétéronormativité et d'une différenciation des genres. Est-ce que finalement, ce livre, moi je pense qu'il va au-delà. Là, on parle beaucoup de pénétration anale, toi et moi, mais je pense que ce livre va au-delà de la pénétration anale. C'est vraiment un livre qui déconstruit des tabous, des idées préconçues sur le genre, l'identité de genre, les expressions de genre. Ouais, bah, en fait, le but, c'était vraiment d'essayer de comprendre pourquoi la pénétration anale était un tabou, de manière générale dans la société, quels étaient les liens, quoi, qui étaient rattachés à toutes ces pratiques-là, ou à ces non-pratiques d'ailleurs. Et puis, donc, il y avait une volonté déjà de parler de ça, parce qu'en fait, il y a plein de mecs qui sont pas au courant, qui peuvent prendre du plaisir en se faisant prendre, et en se masturbant analement, par exemple. Et puis aussi, une volonté d'essayer d'expliquer pourquoi on avait ces défenses-là. Parce qu'en fait, même moi, en tant que mec queer, j'ai aussi des défenses là-dedans. Et c'était aussi intéressant à traiter de l'autre côté, de aussi pourquoi, chez les personnes, par exemple, gays, on va vouloir attribuer un rôle d'actif et de passif, là où finalement, on n'est pas forcé d'avoir ces types de sexualité-là non plus. Donc l'idée, c'était un peu de traiter tout ça, de partir de ce sujet-là, de la pénétration anale, et puis de parler en fait de pourquoi il y a une différenciation, pourquoi il y a des inégalités à ce sujet-là et pourquoi il y a des pressions culturelles à avoir ou non certaines pratiques. C'est un livre, donc, si tu me permets encore la blague, qui va en profondeur pour déconstruire Mais des allons. sujets. Allons-y. Il y a quand même un personnage que je trouve fort intéressant. Excuse-moi, le nom de ce personnage ne me revient pas, mais c'est donc un homme hétérosexuel qui aime bien que sa copine avec un gars de Michet le pénètre. Ouais, c'est Gaëtan. Gaëtan, Ouais, oui. ouais, bah, c'était en fait, globalement, il y a quatre personnages qui s'articulent. On va du plus commun, donc Joachim, un peu l'hétéro mascu, et en fait, ils sont potes, il est pote avec un autre mec qui s'appelle Gaëtan, qui est lui, du coup, cet hétérosexuel, mais qui aime bien se faire pénétrer, et qui a du mal à parler de ça. Et donc, l'idée, c'était un peu de prendre de partir du plus commun et d'aller vers le plus précis. Donc, ensuite, il y a un personnage qui s'appelle Alissa, qui est une féministe qui revendique ça politiquement, le fait de pénétrer un homme. Et puis après, elle est meilleure pote avec une personne homosexuelle qui n'aime pas la pénétration anale. Et Gaëtan, il a cette particularité en fait, cette particularité qui n'en est pas tellement une finalement, d'aimer la pénétration anale, mais par contre de pas avoir des difficultés à le communiquer, quoi. Oui, Et c'est un peu le personnage pivot, quoi, oui. entre Oui, parce tout que le traitement. oui, quand il le révèle, je ne vais pas tout vendre de ce qu'il y a dans le livre, mais quand on en parle, quand il en parle à son ami Joachim, eh bien, oh là là, quelle réaction il obtient, hein? Bah, Alors, c'est pas facile, hein, ouais. un homme pénétré, hein. C'est pas facile. Alors, à qui s'adresse ce livre finalement? Pas seulement qu'aux Français, j'imagine aux Québécois aussi, mais en général, à qui s'adresse ce livre? Bah, nous, on aimerait au maximum de personnes. C'est toujours le même problème, c'est que typiquement, le choix du titre, il fonctionne pour faire de la com, pour heurter un peu, pour déranger. Mais évidemment, il refoule aussi un certain public. Je pense que le choix du titre aussi, ça permettait de parler de pratique et donc pas de mentionner le mot féminisme, identité de genre, etc., qui font beaucoup peur à une grosse partie de la population, non queer spécifiquement, mais aussi des queers. Et après, nous, on aimerait que ça se propage le plus possible, quoi, parce qu'en fait, c'est un livre qui fait de l'éducation sexuelle, surtout, qui cherche à comprendre pourquoi on a des pratiques, pourquoi on n'en a pas, pourquoi on aime certaines choses et pourquoi on n'aime pas certaines autres. Et je pense qu'il y a aussi ce qu'on aimerait le plus, ce serait que ce soit en lien que des adolescents, que des lycéens puissent avoir accès à ce livre-là.
parce qu'en fait, moi, j'aurais aimé pouvoir avoir accès à quelque chose comme ça quand j'étais plus jeune, parce que la sexualité, ça se construit. Et si on n'a pas des outils pour la construire, bah, c'est la société qui va nous inculquer les valeurs dominantes. Rapidement, pourquoi avoir choisi le format de la BD, la bande dessinée? Moi, je pense pour plusieurs raisons. Je crois que j'aime bien ce côté où finalement on vient pousser on vient mettre de la recherche illustrée, donc plus accessible, plus davantage vulgarisée. Et donc c'est vraiment un moyen de communication qui, je pense, est en train d'exploser qui est hyper juste en fait, parce qu'on est de suite beaucoup plus pris dans les récits, dans les états d'âme des personnages. Et puis parce que c'est aussi un jeu entre la fiction et le documentaire. Et puis aussi parce que j'aime la BD et que je fais de la BD et qu'en fait c'était un médium qui me plaisait et qui m'a toujours plu. Jusqu'à maintenant, les réactions en France? Waouh! Putain, mais ça c'est un gros truc aussi. Bah, soit des réactions beaucoup plus discrètes quand c'est encourageant, et puis sinon aussi beaucoup de réactions virulentes. Je Mhm. pense que on a reçu des vagues de harcèlement assez conséquents, mais c'est aussi parce que le livre a une bonne promo dans les médias et que du coup, pas mal de personnes en ont parlé. Oui, Donc c'est quand même positif. c'est comme ça que j'ai découvert, c'est en voyant une entrevue que tu as Ouais. donnée. Oui. Tout ça pour dire que cette BD, j'ai tenté de la trouver ici au Québec. Elle n'est pas encore très disponible. J'ai pu l'avoir en PDF, mais je pense qu'après cette entrevue, il va peut-être avoir des demandes. Quel est ton prochain projet? Alors, juste, mon éditeur m'a dit aujourd'hui que ça y est, elle était arrivée au Canada. Ah, Donc, normalement, vous pourrez la trouver dans des librairies. dans Euh, dans les prochains jours, j'imagine, oui. ouais, c'est en cours, c'est des longs délais à chaque fois pour l'édition. Et prochain projet, là, je travaille sur le chemsex. Hmm. Donc, toujours dans la thématique de la sexualité, toujours du documentaire fiction. Et voilà, avec une enquête en Europe, principalement. Donc, oui, le chemsex qui est aussi une réalité comment je dis, très omniprésente ici au Québec. Je pense que Ouais. même les gens qui vont sur les applications de rencontres, c'est souvent 90% qui font le PNP ou le party. Ben, Martin Pi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Salut. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Et puis en deuxième partie, nous allons parler, encore une fois, on retourne en France et on va parler donc de ce nouveau premier ministre français, premier ministre ouvertement gay qui va se retrouver là. Donc on en parle tout de suite après la pause. Écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Dans cette deuxième partie, on va faire un petit tour en Europe à nouveau avec notre collaborateur Christophe Gérard à Paris. On va faire notre transatlantique prendre des nouvelles de l'outre-mer. Et on termine en toute fluidité avec Marie-Claude Joannis. Transatlantique Queer. Des nouvelles d'outre-mer avec Christophe Gérard. Salut Christophe Gérard, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi, Denis Martin? Oui, ça va bien. Je sais, on te fait rester tard parce qu'à Paris, présentement, il est 11h30, 23h30 du soir. Mais on est très content Oui. que tu restes debout. Surtout qu'on veut parler du remaniement ministériel en France. Emmanuel Macron nomme Gabriel Attal premier ministre. Et puis ça peut être intéressant pour nos communautés. Oui, alors pour donner un nouveau souffle à son quinquennat, Emmanuel Macron a annoncé un remaniement ministériel le 8 janvier dernier, et c'est donc Gabriel Attal qui remplace Elisabeth Borne en tant que Premier ministre français. Alors c'est un événement à plusieurs titres, d'abord parce qu'à 34 ans, Gabriel Attal devient le politique le plus jeune à occuper ces fonctions, et puis surtout c'est la première fois que la France a un Premier ministre ouvertement gay. Wow, ça, c'est quand même, hein. Mais peux-tu nous en dire un petit peu plus sur qui est ce Gabriel Attal?
Oui, alors quand on parle de Gabriel Attal, on parle d'une carrière fulgurante et d'un des personnages politiques préférés des Français. En fait, si on veut résumer sa carrière, il a commencé par passer 10 ans au Parti socialiste et il a été conseiller de Marisol Touraine alors qu'elle était ministre de la Santé sous le quinquennat Hollande. C'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Emmanuel Macron et il va le suivre dès que celui-ci va se lancer dans la course à la présidentielle. Donc, à partir de ce moment-là, les choses vont aller très vite pour lui parce qu'il va être dans un premier temps élu député des Hauts-de-Seine et puis très vite, il va rejoindre le gouvernement où il va occuper un certain nombre de fonctions. D'abord, il va être secrétaire d'État l'éducation nationale. Il sera également euh, porte-parole du gouvernement, ministre délégué chargé des comptes publics et puis plus récemment ministre de l'Éducation nationale. Et c'est à ce titre qu'il va prendre très rapidement des mesures contre le harcèlement scolaire. Mais justement, quel impact aura la nomination d'un premier ministre gay pour nos communautés? Ouais, très sincèrement, pour nos communautés, ça va avoir une valeur purement symbolique. D'ailleurs, un certain nombre d'associations LGBTQIA+, comme SOS Homophobie, ont dans un premier temps donc salué cette nomination. Par contre, l'enthousiasme est très vite retombé, hein, puisque quand le gouvernement a été annoncé, la composition du gouvernement a été annoncée, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de ministres plutôt à droite Mhm. qui avaient soutenu la manif pour tous et étaient contre le mariage pour tous il y a 10 ans maintenant. Ouais. Donc, Ça, ça ça risque inclut, d'être un peu compliqué. ça inclut donc Catherine Vautrin, mais semble-t-il qu'elle elle est revenue sur sa position, j'ai entendu récemment là, sur BFM TV. Ouais, tout Bon. à fait. Mais alors, c'est quelqu'un qui est assez controversé chez nous, puisque au-delà du fait qu'elle elle a pris des positions, donc elle a été vraiment l'un des cœurs, des faire-valoir du mouvement La Manif pour tous. En 2017, elle a pris également des positions contre l'avortement. Donc, Ouf. c'est un personnage qui est quand même très ancré à droite et très conservateur. Donc, on fait deux, trois pas à gauche, puis on en fait quatre, cinq à droite, et puis on continue. Bon. C'est bien ça. Je pour dire des pas en avant, des pas en arrière, mais je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça. Alors, la Grèce, bon, on va changer de pays, on va aller en Grèce. La Grèce veut légaliser le mariage entre couples de même sexe et leur accorder même le droit à l'adoption. C'est ça, en fait, c'est lors d'un entretien donné à la télévision que le Premier ministre grec, qui s'appelle Kyriakos Mitsotakis, a annoncé vouloir légaliser le mariage entre personnes de même sexe et leur accorder le droit à l'adoption. Ouais, mais c'est tout un événement, ça, pour les Grecs? Tout à fait, hein, surtout que dans ce pays, en fait, le modèle familial traditionnel est prédominant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2015, la Grèce dispose d'un contrat d'union civile, mais l'adoption pour les familles homoparentales n'est pas autorisée. Ce qui fait que seul le parent biologique a des droits sur les enfants, et en cas de décès de ce dernier, eh bien, les enfants sont retirés aux parents restants. Alors, les nouvelles dispositions devraient permettre pour les couples de même sexe d'avoir des droits en matière de famille, à une exception près cependant, hein, c'est que contrairement aux hétérosexuels, ils ne pourront pas avoir recours à une mère porteuse. D'accord. Bon. Alors, mais là, est-ce qu'on sait quand cette loi va être votée et voire adoptée? Alors, pour l'instant, Kyriakos Mitsotakis n'a pas donné de date, hein, pour la présentation du projet de loi auprès du du Parlement. Par contre, ce qu'on sait, enfin, c'est ce que disent plusieurs médias grecs, c'est qu'il pourrait être discuté avant les prochaines élections européennes qui se tiendront en juin prochain, donc de cette année. Donc, on va traverser la Manche maintenant. En Angleterre, les assassins de Brianna Gay, qui est une jeune femme trans, sont reconnus coupables. Oui, alors c'est une affaire qui avait suscité l'émotion en Angleterre en février dernier. L'assassinat donc d'une jeune femme trans dans un parc de la ville de Warrington. Elle a été poignardée à plusieurs reprises. Alors Brianna était décrite comme une personnalité hors du commun par ses parents et elle était très impliquée dans la communauté trans, en aidant notamment des jeunes filles trans à accéder à un traitement hormonal en toute sécurité et légalement. Alors, selon ses amis, elle avait fait face à des années de harcèlement et de violences transphobes. Et très rapidement, la piste d'une attaque ciblée et d'un crime de haine ont été privilégiées par la police. Et donc, ces derniers vont arrêter deux adolescents de 15 ans, un jeune homme originaire de la ville de Lee et une jeune fille qui vit à Warrington. Et qu'est-ce qu'on sait justement de ces deux accusés? Alors, durant sa garde à vue, l'adolescente a reconnu être fascinée par les tueurs en série et avoir développé une véritable obsession pour Brianna Gay,
avec qui elle a été amie pendant plusieurs mois. L'adolescent, quant à lui, ne connaissait pas la victime, était cependant ami avec l'autre accusé, et on a trouvé en fait sur leur téléphone de nombreux échanges dans lesquels ils évoquent leur volonté de tuer plusieurs enfants. De plus, il y a des traces de sang de la victime qui ont été retrouvées sur le couteau de chasse du jeune homme ainsi que sur ses vêtements. Hmm. Alors, le procès a eu lieu. Oui, il s'est tenu à Manchester en décembre dernier et la Cour a déclaré coupables les deux adolescents et ils encourent la réclusion à perpétuité. Par Hmm. contre, la décision a été mise en délibéré et elle devrait être connue le 2 février prochain. Et c'est à cette occasion en fait, que le nom des deux meurtriers devrait être dévoilé puisque le président du tribunal a décidé de lever ce qui est une protection de l'identité des personnes condamnées pour meurtre. C'est une loi qui existe en Angleterre. Et comment ça a été couvert, ça, par la presse? Alors, comme on s'en doute, la presse, en tout cas le traitement médiatique de cette affaire, a été vraiment critiqué. Certains journalistes ayant mégenré Brianna en utilisant son dead name, par exemple, ou en allant plus loin jusqu'à gommer sa transidentité. Hmm. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'un professeur de droit spécialisé dans les droits de l'homme, qui s'appelle Santorum Raj, a déclaré nous avons tous la responsabilité de contester les manières insidieuses dont les médias et les politiciens déshumanisent les personnes trans. Alors, bien plus que crime sordide, la disparition tragique de Brianna Gay est une nouvelle preuve que nous devons tous faire de quoi en fait protéger la communauté trans à travers le monde, une communauté qui est particulièrement fragile. Bon, on retourne sur le continent parce que ça se passe habituellement à Bruxelles. Les eurodéputés ont approuvé une proposition reconnaissant la filiation des enfants de familles homoparentales ou de familles LGBT. C'est bien ça. En fait, tout commence avec un arrêt de la Cour européenne de justice en 2021 qui avait estimé que la Bulgarie avait violé les droits fondamentaux de la fille apatride d'un couple de lesbiennes qui vivait à l'étranger en refusant de lui délivrer une carte d'identité. Alors, le texte proposé par la Commission européenne, c'est une solution pour éviter cette situation. En effet, il prévoit de créer un certificat européen de filiation accepté partout dans l'Union européenne. Mais et qu'est-ce que ça va apporter finalement? C'est une garantie que tout pays de l'Union européenne reconnaisse les droits de filiation accordés par un autre membre, ce qui protégera en fait les droits des enfants de familles homoparentales. L'objectif, c'est de lever des obstacles juridiques qui peuvent exister, par exemple quand une famille homoparentale déménage d'un État membre où leurs droits sont reconnus vers un autre où ils ne le sont pas. Et quelle est l'utilité donc de ce certificat européen de filiation? Alors, ce certificat européen de filiation permettrait de faire valoir leurs droits en matière de pension alimentaire, par exemple, ou de succession, sans avoir à engager des procédures administratives ou judiciaires qui s'avèrent souvent longues et coûteuses. Oui, on a le même problème ici. Je pense qu'il y a maintenant cette reconnaissance-là, mais c'est... Oui, effectivement. Et on sait combien d'enfants seraient concernés là, par cette situation? Alors, on estime qu'il y a 2 millions à 2 millions, en tout cas le nombre d'enfants susceptibles d'être confrontés à une situation dans laquelle leurs parents ne sont pas reconnus comme tels dans un pays de l'Union européenne. Ce qui a sans doute un véritable impact sur leur vie quotidienne et leur avenir. Et cette proposition a-t-elle été bien accueillie? Alors, cette proposition est loin de faire l'unanimité. Par exemple, durant les débats, certains eurodéputés ont lancé des accusations d'ingérence, estimant que le texte allait imposer la reconnaissance de la gestation pour autrui dans toute l'Europe. Ce qu'il faut cependant savoir, c'est que les règles proposées ne visent absolument pas de modifier les politiques nationales en matière de droit de la famille, qui relèvent de la compétence de chaque État ici en Europe. Si le texte a été adopté par 366 voix pour, 145 contre et il y a eu 23 abstentions, tout reste encore à faire. Pour qu'elle soit adoptée totalement, il faut qu'il y ait un accord à l'unanimité des 27 membres de l'Union européenne, ce qui est loin d'être gagné quand on sait que certains pays, comme la Pologne ou la Hongrie par exemple, sont hostiles au projet. Ah, ça Par m'étonne. contre, les eurodéputés verts, qui sont à l'origine de ce texte, ils se félicitent, cependant de la position adoptée par le Parlement européen et ils demandent au Conseil européen de suivre cet avis pour faire en sorte tout simplement que les familles LGBTQIA+ puissent bénéficier des mêmes droits que les autres familles. Les Jeux olympiques s'en viennent en France. Paris, donc, aura une maison des fiertés pour les Jeux olympiques. Ouais, actuellement, si on évoque les Jeux Olympiques ici en Paris, on va parler de sécurité, de transport, mais c'est une bonne nouvelle qui a été annoncée à la mi-décembre pour nos communautés, puisqu'en effet, il y aura une maison des fiertés pendant toute la période des JO et même des Jeux paralympiques. Et qu'est-ce que ça va apporter, ça?
Alors, c'est une chose primordiale, puisqu'on sait que les LGBT-phobies sont très présentes dans le domaine du sport. Si l'on croit à une étude parue en septembre dernier, c'est 73% des personnes LGBTQIA+, qui ont été témoins de comportements homophobes et transphobes en milieu sportif, et c'est la moitié d'entre elles qui ont été personnellement victimes. Alors, comment ce lieu va-t-il fonctionner? Alors, ça va fonctionner sur le principe de ce qu'on appelle les Pride House. Et c'est sur ce principe-là que sera proposée la Maison des Fiertés de Paris 2024. C'est une association qui s'appelle Fair Play, pardon, qui agit pour le fair play, l'inclusion, l'équité et le respect des personnes dans les sports, quelle que soit leur orientation sexuelle et l'expression ou leur identité de genre. Et donc, le 15 décembre dernier, la mairie de Paris, qui participe à ce projet, a voté une subvention de 45 000 euros attribuée à Fairplay. Mais pour fonctionner durant la durée des Jeux, c'est un budget de 255 000 euros qui sera nécessaire. Alors, cette maison des fiertés, dont le lieu a été trouvé mais pas encore annoncé, accueillera notamment les athlètes LGBTQIA+, et leurs alliés pour la célébration des médailles. Mais ce sera également un endroit festif qui proposera des moments d'échange sur les thématiques de LGBTQI+, et le sport. Bref, un lieu qui sera ouvert à tous. Il y aura également des maisons mobiles, sous forme de barnum ou de triporteurs qui iront également à la rencontre des touristes et des spectateurs dans le but de sensibiliser tous les publics. Le slogan des Jeux de Paris 2024 est ouvrir grand les Jeux. Et donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que ce soit l'occasion de célébrer la célébrité et l'engagement contre toutes les discriminations. Autre volonté de la part de la mairie de Paris, promouvoir le drapeau LGBTQIA+, et le rendre visible lors de ces Jeux olympiques. Et encore faut-il que les gens puissent se rendre à Paris et participer à ces Jeux parce que, si j'ai bien compris, les transports en commun vont coûter plus cher, tout va coûter plus cher juste pour faire un peu d'argent pendant les Jeux. Hein? C'est bien ça. J'ai toujours le bon mot dans ces affaires-là. Mais totalement. Christophe Gérard à Paris, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi et à très vite. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. En toute fluidité. Avec Marie-Claude Joannis. Allô Marie-Claude, ça fait un bout qu'on ne s'est pas parlé. Bonne année! Oh, je ne t'entends pas. On a un petit problème de son. Attends, bon, on va faire une petite pause de musique puis on te revient. Nous allons tenter de rejoindre au téléphone Marie-Claude. Ça fait qu'on retourne en musique puis on vous revient. Bon. Martin, je suis là. Ah oui, bonjour Marie-Claude. Bonjour.
bonjour. Ah, non, ça arrive des fois, la technologie nous joue des mauvais tours. C'est Et arrivé voilà. avec ce fameux Zoom. Alors, allons-y, on parle en toute fluidité. On va parler de l'alphabet LGBT, l'alphabet queer. On a des enjeux divers, mais on est solidaires. Ben, en fait, là, ce qui est important d'une matin aujourd'hui, là, moi, je travaille sur ça avec les relations humaines, ça m'intéresse. Donc, on sait que dans toute l'histoire LGBT, là, dernièrement, on entend beaucoup pourquoi autant de lettres, pourquoi il y a encore des lettres qui s'ajoutent. Tout le monde en perd un peu son latin. Comme on entend même au sein de la communauté, là, les gens disent ouais, mais pourquoi les gens ont tant besoin de s'identifier, bon, etc. Donc, je voulais un petit peu qu'on aborde cet aspect-là. Donc, évidemment, hein, les gens, on entend de plus en plus LGBTQIA+, des fois on ajoute 2S pour tout spirit, en français ça fait 2E, 2S. Donc, moi, ce que je veux faire ressortir, c'est que, dans le fond, dans la communauté LGBT, oui, en fait, c'est très vaste comme communauté, ce qui fait qu'on est un regroupement, en fait, c'est la diversité sexuelle et de genre. OK? Donc, la diversité sexuelle, c'est l'attirance qu'on a. Hein? Donc, au départ, le même sexe, là, ça s'est élargi, donc on peut être bi, on peut être pan, etc. Et notre genre, donc notre identité de genre, notre expression de genre. Donc, c'est vraiment ça. C'est de la communauté LGBTQIA+, une communauté là, qui est homogène et très différente, mais qui est regroupée. Donc, ça exclut, Denis Martin, les pratiques sexuelles. OK? Donc, par exemple, on peut parler de polyamour, on peut parler de sexe anal, on peut parler de BDSM, mais ça ne fait pas partie de ce qu'est la communauté LGBTQIA+. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est important là, de différencier ça. Donc, c'est la première chose. Puis là, dans le fond, au début, souvent, on disait les gays et lesbiennes. Tu as connu cette époque-là, probablement. Oui. Oui. Oui, toujours. Oui, parce Donc, qu'on parlait des gays et lesbiennes au départ. En fait, je vais rappeler aux gens qui sont un peu plus vieux que ça, en fait, un petit peu plus vieux, ils vont savoir qu'au départ, on disait GLB et c'est devenu LGB, puis ça, c'est devenu LGBT. Et il y avait une raison pourquoi on a mis le L en premier, tu te rappelles peut-être? Ben, c'était peut-être pour mettre les femmes de l'avant, les lesbiennes, parce qu'on en entendait moins parler. Il y avait ça, puis il y avait surtout que pendant la pandémie qui est encore là, la pandémie du VIH, ce sont les lesbiennes qui s'occupaient des hommes qui mouraient du sida à l'époque. Et c'était un peu pour donner cette reconnaissance et donner de la visibilité aux femmes qui en ont tellement pas. C'est encore un problème. Exactement. Puis, dans le fond, c'est intéressant. J'écoutais le balado là, la semaine dernière là, qu'il y a sur Radio-Canada. C'est Meurtre, combat et fierté. C'est un balado de Maria C'est Tremblay. génial, oui. C'est vraiment intéressant. Puis, entre autres, il parlait dans ce balado-là comment est-ce que le villagier, hein, au départ, c'était presque essentiellement des bars pour hommes, puis à quel point il y avait une difficulté aussi pour les femmes de se reconnaître. Comment il y avait un écart aussi entre les hommes et les femmes, la perception aussi de ce qu'était l'expression de la sexualité, la place qu'on prend dans la société, etc. Donc, au départ, même quand c'était seulement des lesbiennes, il y avait des enjeux de reconnaissance de l'un et de l'autre. Hein? Puis on parle des années 90. Ouais. Donc, ensuite est venue la bisexualité. Et là, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, c'était même les organismes de diversité sexuelle et de genre, la difficulté à reconnaître la bisexualité. La bisexualité, je pense, c'était perçu comme de l'homosexualité qui n'était pas assumée. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, il y avait toujours des blagues sur le dos des personnes bisexuelles qui n'étaient pas branchées. Hein? Exactement. Puis je connais tellement de personnes bisexuelles, c'est tellement pas ça. Puis là, on ne pense pas ça maintenant, mais c'est que, en fait, c'est ça. On peut comprendre que pour les gens qui sont homosexuels à 100%, mettons, en tout cas, qui se rapprochent 100%, pour eux, il n'y avait comme pas le choix. Alors, il pouvait y avoir quelque chose à dire, OK, ben oui, c'est vraiment plus facile pour les bisexuels parce qu'ils peuvent être rentrés dans la norme de l'hétéronormativité, ils peuvent fuir, ce qui est une réalité quand même, tu sais. Donc, il y avait cette frustration-là qui pouvait être vécue. Donc, c'est pour dire qu'encore là, les bisexuels ont eu beaucoup de difficultés à être reconnus et acceptés par la communauté. Et là, quand les droits, la reconnaissance des droits homosexuels sont arrivés, avec le mariage, avec l'adoption, etc., on s'est mis à mettre plus de l'avant la réalité des personnes trans. Ouais. Hein? Et là, on a vu exactement le même effet apparaître. Puis les gens, il y a souvent plusieurs qui ont vu le film là, sur Harvey Milk, donc qui était à la mairie là, de San Francisco.
Et quand lui a dit, ben OK, là, on va être là pour les personnes trans, ben, la réaction, c'était, ben là, on commence à avoir des droits, on commence à être accepté dans la société. On va pas, non, on va pas aller chercher les personnes trans qui socialement sont pas acceptées, que c'est difficile, qu'on va pas retourner dans cette marginalité-là. Donc, encore là, ça a été très difficile pour les personnes trans aussi d'être reconnues. Il y a encore des difficultés. Et dernièrement, là, on voit vraiment ça apparaître. Entre autres, Éric Duhem incarne très bien ça. C'est un homme homosexuel d'un certain âge qui, lui, a une vie sociale, politique, qui est plus facile, qui arrive dans une époque où c'est peut-être plus socialement accepté, où est-ce qu'il peut avoir une vie politique et être homosexuel ouvertement, alors que, tu sais, c'était pas possible il y a 20 ans, là. Ouais. Ou en tout cas, c'était pas possible, c'était très difficile. Et donc, lui, là, on le sait, il y a des propos donc contre les personnes trans, contre les dragues, contre tout ce qui sort finalement de l'homosexualité, de tout ce qui sort de ce qui est plus socialement accepté maintenant. Et là, qu'est-ce qu'on a maintenant de nouveau, en tout cas un peu plus dans la communauté LGBT, qui soulève aussi des enjeux d'acceptabilité là, pour le reste de la communauté LGBTQIA+. Les queers. Eh oui! Donc, queer, là, on se rappelle que c'est un terme parapluie qui indique, dans le fond, toutes les personnes qui disent, qui remettent en question, en fait, tout ce qui est les concepts d'identité de genre et identité sexuelle, qui disent, nous, soit ça nous importe un peu, c'est une construction sociale, on n'en a rien à faire, ça ne nous intéresse pas. Et parmi ces personnes-là, il y a les gender fluid, personnes non-binaires, mais ça peut comprendre toutes sortes de réalités, c'est vraiment un terme parapluie. Mais en fait, donc, avec ça vient toute la réalité du langage inclusif, qu'on met de plus en plus de l'avant, le fameux pronom « il ». Et là, on a une énorme résistance pour tous les gens qui sont protecteurs de la langue française. Alors, ça va à plusieurs niveaux. Donc, et dans les écoles, et bon, etc., on le voit aussi. Donc, il y a cette réalité-là, encore là, qui est difficile à intégrer, qui est difficile. Et dans les gens de la communauté qui sont comme, ouais, mais là, ça va trop loin, c'est trop compliqué, etc. Mais moi, il faut toujours que je dise aux gens, vous savez pas d'où vient... Parce que pour nous, francophones, le mot queer, ça pas vraiment, on connaît pas l'historique, mais c'est un mot qui a été utilisé pour dénigrer. C'était une insulte. Oui, parce que c'est l'équivalent de tapette. Oui. Tu vois, moi, je le dis en ondes, je permettrai pas à quelqu'un d'autre de le dire, mais moi, étant une personne queer, je m'accorde le droit de le dire, oui, tapette. Et on s'est réapproprié ce mot-là, puis je me demande des fois si on ne devrait pas se réapproprier le mot tapette aussi. Comme Gwyn, moi je dis des fois à mes amis, moi j'ai le droit de le dire. Oui. Moi j'ai le droit de le dire. Moi je suis Gwyn, j'ai le droit de le dire, pas toi. Parce que ça peut être encore comme des insultes, c'est Gwyn, tapette. Mais les personnes noires, ce sont. Il a vraiment été réapproprié en tout cas. Mais les personnes noires, j'allais dire les personnes de couleur, les personnes noires se sont réappropriées le mot en N aussi. Et puis elles peuvent l'utiliser, mais pas nous. Exactement. Donc, tout ça pour dire, moi, ce que je trouve important, c'est toujours, derrière le jugement, là, il y a toujours de l'ignorance. Puis ça, c'est universel. On est comme ça, l'humain. Quand on ne comprend pas quelque chose, on juge. Donc, c'est normal, ça fait peur, le changement, ça nous confronte, etc. Donc, moi, ce que je dis, c'est que, c'est pas parce qu'on est gay, qu'on est lesbienne, qu'on est bi, ou qu'on a une expression de genre qui est pas ce qu'on nous a assigné à la naissance, ce qu'on nous a dit que ça devrait être, que nécessairement, on connaît toutes les lettres, on connaît la réalité de tout le monde, puis ça fait nous un expert. OK? Ouais. Ça, c'est la première chose. On peut s'identifier à la communauté et ne pas comprendre la réalité des autres. C'est bien correct, OK? D'une certaine façon. On n'est pas tous obligés d'être militants, militantes, c'est ça. Chacun son créneau. Par contre, c'est sûr que, avant de s'opposer ouvertement, je pense que c'est important peut-être de se poser certaines questions, surtout de se rappeler que nos droits, ça fait vraiment pas très longtemps qu'ils sont acquis. À ma dernière chronique, on avait parlé des droits de la communauté LGBTQIA+ dans le monde. Puis on se rappelle qu'il y a encore la peine de mort dans d'autres pays, etc. On voit aussi que nos droits, comme l'avortement entre autres, mais aussi nos droits LGBTQIA+, on voit qu'il faut faire attention, c'est pas des acquis qui sont toujours très, très solides. Donc, et de toute façon, de l'homophobie, il y en a encore aussi. C'est une réalité. Donc, il y a tout ça. Fait que des fois, quand nous, on le vit pas personnellement, des fois, on a l'impression que ces réalités-là n'existent pas. On a fait, c'est vrai, de très grandes avancées, mais il y a encore beaucoup de
travail à faire. Et dans la mesure du possible, ben, oui, c'est bien d'être une communauté forte qui te soutient parce que c'est la force du nombre qui va faire, qui amène des changements. Puis, ben, que des personnes, justement, socialement, c'est plus facile. Ben, des fois, ça va être plus facile aussi de prendre la parole et de pouvoir, au nom des... Ben, pas au nom d'eux, parce qu'on ne peut pas parler à la place d'eux, mais en tout cas, on peut utiliser des fois notre tribune ou notre responsabilité sociale pour soutenir les gens de la communauté. Donc, oui, dans le fond, amplifier la voix de ceux qu'on n'entend pas fort, ben, des fois, d'être là pour les monter le volume un peu. Exact. Donc, on a parlé longtemps de l'LGBT lesbienne. Moi, je suis porte-parole de ma communauté, dans le Bas-Saint-Laurent. Ben, c'est ça, tu sais. Puis en même temps, moi, j'ai un passé, je suis très féminine dans mon expression de genre, tout ça. Puis, mais bon, tu sais, là, moi, j'ai ça. Fait que ça me permet des fois de parler de certaines choses. Donc, ça, c'est une chose. Et donc, c'est ça. Fait que moi, c'est un peu ce que je dis. On n'est pas obligé d'être dedans, on n'est pas obligé de se comprendre, on n'est pas obligé. Mais il faut se rappeler, tu sais, on dit souvent que quand on ne connaît pas notre histoire, on est condamné à la répéter. Ça, c'est qui avait dit ça, donc? Mon Dieu, je cite sans savoir ma source. Mais comme il nous reste 50 secondes, on s'en rappellera pas pour le moment, mais on va s'en rappeler pour la prochaine fois. Souvent, mais en fait, c'est la même chose pour nos communautés LGBT. Donc, il faut se rappeler qu'il y a des gens qui ont lutté avant nous, puis ces gens-là, il y en a plusieurs qui sont encore vivants. Hein? Ça ne fait pas vraiment pas longtemps. Donc, ben, on va devoir s'arrêter ici, Marie-Claude. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Un grand plaisir. C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 59 du 15 janvier 2024. Merci à notre équipe de recherche, Marie Massé et Godric Traub. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde. Merci à Julie Curley pour la musique thème. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci d'être là tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Après la